Salut à tous, bienvenue sur Motorcycle. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler radicalité, performance, prix exorbitant, mais aussi phare rétro clignot. C'est le top 10 des motos de course homologuées pour la route. Bon, les plus fidèles de la chaîne commencent à le savoir, hein, mon truc à moi c'est les sportives. J'ai absolument rien contre les autres styles de moto. Si j'avais de la place et de l'argent, il y aurait d'ailleurs un peu de tout dans mon garage. Simplement, j'y peux rien. Ce qui me fait vibrer, c'est des trucs aiguisés comme une lame, pointus comme un couteau, puissants. Je me sens beaucoup trop vieux pour cette blague. En tout cas, ce qui est vraiment cool dans la moto, c'est qu'on a toujours eu la chance d'avoir sur la route des motos vraiment extrêmes, hein, développées par ou pour la compétition, brouillant encore un petit peu la limite entre ces deux mondes. Et même si beaucoup me diront que des performances pareilles n'ont absolument rien à faire sur la route, bah moi je leur répondrai que l'homme ne vit pas sa passion, c'est sa passion qui le fait vivre. Putain. Rien compris moi. Alors on va se pencher sur quelques-unes des motos de course homologuées pour la route les plus puissantes, les plus exclusives, bref, vous avez compris le principe, c'est parti. Avant de commencer, on voudrait juste vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, merci beaucoup, et qu'il y a peut-être moyen que si vous vous abonnez tous, eh ben on arrive à taper les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, ça serait juste énorme. On n'a qu'à dire que si on y arrive, j'aurai un gage, je fais confiance au loustic d'Holidays Shop pour me prouver ça, ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors en 10e position, on attaque avec un truc... Un truc soft? Non, une fois n'est pas coutume, ce sera un truc pas soft du tout, puisque c'est la Suzuki RG500 Gamma de 1985. Alors je sais qu'aujourd'hui elle peut faire sourire, hein, mais on va remettre 2 secondes les choses dans leur contexte. Hein. Au milieu des années 80, le 2 temps règne en maître sur la plupart des compétitions moto. Si 2 temps, 4 temps c'est encore un peu flou pour vous, le lien pour notre vidéo qui explique le fonctionnement du moteur, c'est cadeau. Oh, c'est super sympa ça. Et le top du top, bah tout simplement c'est la catégorie des GP500. Alors quand Suzuki débarque avec une RG500 tout droit inspirée de sa moto de Grand Prix, eh ben les motards du coin n'ont qu'à aller chez le concessionnaire pour se prendre pour les champions du monde. Seulement 180 kg avec tous les pleins, presque 100 chevaux qui arrivent très haut dans les tours, on est en présence d'un bon pétard avec une toute petite mèche. Et du coup, bah, elle a vite fait de vous péter à la gueule, hein, surtout avec sa partie cycle qui est, on va le dire, un peu à la ramasse, bon, par rapport à nos standards actuels. Dans le cadre berceau, on va trouver un 4 cylindres en carré. Ça, on en a déjà un tout petit peu parlé dans notre vidéo sur les architectures moteurs. En gros, on a 2 bancs de cylindres l'un derrière l'autre avec chacun un vilebrequin. Bon, on n'a toujours pas trouvé l'avantage réel que ça pouvait procurer, mais étant donné que Suzuki utilisait ce principe en compétition depuis 10 ans avant de le transposer sur la Gamma de route, ouais, ça devait quand même apporter un petit gain. Bon, à noter qu'à l'époque, Honda et Yamaha ont aussi suivi la même tendance, hein, avec 2 machines respectivement, la NS400R et la 500 RDLC. Elles ont un petit peu moins marqué l'histoire, me demandez pas pourquoi, donc malgré tout, moi j'ai envie de les mettre ex aequo avec la RG500 Gamma. Ensuite, numéro 9, on reste en 1985. Parfois je retourne en 1985. Décidément une super année, déjà parce que c'est la naissance de Christophe. La meilleure année. Et puis parce que Suzuki a présenté sa GSX-R 750, la toute première. Bon, en théorie, la vraie première GSX-R, c'est la 400 de 1984, mais celle-là, elle n'est jamais sortie du Japon. En plus, techniquement, elle n'était pas aussi aboutie, donc l'histoire ne l'a pas retenue. Faut dire que cette GSX-R 750, bah, c'est un peu comme la RG500 Gamma. Hein. Jamais, à l'époque, aucun constructeur n'avait proposé une machine avec des performances aussi proches de ces motos de course. À la différence que là, on parle ni des grands prix, bah, puisqu'ils se couraient en 2 temps, hein, c'est bien, vous suivez, ni du Superbike, puisque ce championnat ne sera créé que 3 ans plus tard. Non, là je veux bien parler d'endurance, une discipline dans laquelle il y avait un petit team français qui s'appelait le CERT, le Suzuki Endurance Racing Team, et qui affichait déjà un beau palmarès. Du coup, ils vont filer un bon petit coup de main à Suzuki pour développer cette nouvelle GSX-R, et le résultat, bah déjà 176 kg à sec. Vous voyez là un peu? Parce qu'à l'époque, c'était juste complètement dingue. Et pour y arriver, bah, par exemple, les ingénieurs, ils avaient utilisé de l'aluminium pour le cadre et le bras oscillant. C'était un matériau qu'on trouvait genre quasiment jamais sur une moto de série. Bon, et puis évidemment, on a son moteur. Double arbre à cam en tête, 16 soupapes, et évidemment son refroidissement, plus élaboré qu'un simple refroidissement par air, mais plus léger qu'un refroidissement liquide. C'est le refroidissement mixte air et huile. Et ce système, ils ne se sont pas inspirés de n'importe quoi, non, ils sont juste inspirés des moteurs d'avion de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, à la fin, on a quasiment 100 chevaux en sortie de vilebrequin, et encore une fois, ça faisait rire personne il y a 35 ans. Ce qui fait que ça a donné ses lettres de noblesse à l'une des lignées peut-être les plus légendaires du monde de la moto.
En 1989, la GSX-R 750 elle aura même droit à une série spéciale, la RR, limitée à 500 exemplaires et qui se démarquait par quelques pièces performance supplémentaires par rapport à la version de série. Tout ça pour être homologué en Superbike et lutter contre une concurrence de plus en plus affamée. Et la concurrence, on va en parler tout de suite avec notre numéro 8, c'est la Yamaha FZR 750R OW01. Oui, c'est un nom à rallonge, mais c'est normal. Déjà, le OW, ça vient tout simplement des modèles de course chez Yamaha. Donc si tu le vois accolé au nom d'une moto de route, tu sais déjà qu'elle n'est pas là pour enfiler les perles. Ensuite, on est en 89, c'est-à-dire qu'on est quasiment 10 ans avant l'arrivée de la R1, et pourtant on a déjà tous les ingrédients qui vont forger sa légende. Je vais pas tout vous détailler, mais on a entre autres un cadre Delta Box en alu, on a 5 soupapes par cylindre, et puis on a le système de valve à l'échappement X-Up. Voilà, déjà ça se pose là. Et tout ça, ça lui permet d'afficher 120 chevaux pour 176 kg à sec, voire même 135 chevaux avec le kit racing. Ça se fait encore aujourd'hui, mais en gros, le kit racing, c'est le constructeur tout simplement qui va proposer un certain nombre de pièces performance pour radicaliser tout simplement une moto déjà radicale et que du coup, vous n'ayez plus qu'à mettre ça pour aller faire la course en superbike, en endurance, etc. Allez, numéro 7 maintenant, toujours à la fin des années 80, on va partir sur une autre concurrente qui a pu bénéficier des nombreux succès engrangés par Honda au fil de ces années de compétition, c'est la VFR 750R. Mais celle-là, elle est un peu plus connue sous le nom de RC30. De toute façon, ça c'est une règle de base, plus il y a de R, plus c'est racing. Et celle-là, on est peut-être même encore un cran au-dessus des concurrentes dont j'ai parlé juste avant. Déjà, elle est assemblée à la main au HRC, qui est le département compétition de Honda. Encore une fois, je le rappelle, c'est une moto de route à la base. Et puis surtout, elle est équipée d'un V4, avec tout ce que ça impose en termes de contraintes techniques, le fait d'avoir 2 bancs de cylindres, etc. Mais aussi tout ce que ça représente en avantage, en termes de gabarit, de répartition des masses également. Bon, d'origine, alors en plus selon les pays ça change, mais en gros elle sort à peu près 112 chevaux. Ça vous verrez que c'est une constante chez Honda, il faut vraiment opter pour le kit HRC si on veut sortir la grosse artillerie. Mais du coup, dans sa configuration la plus performante, avec carrément les bielles titane, on arrive quand même à lui faire sortir 135 chevaux, ce qui est encore une fois pour l'époque très bien. À l'arrière, on trouve un magnifique monobras qui est juste pas là pour faire joli en fait, qui est simplement là pour faciliter les changements de roue. Et puis surtout, on a un habillage qui est fait d'une fibre, pas vraiment une fibre en fait, mais en tout cas c'est plus léger que le plastique et qui est maintenu par des attaches rapides. Ça, cherchez pas, il n'y a pas plus racing. De toute façon, la RC30, partout où elle va engager, elle va gagner ou presque, que ce soit en superbike, en endurance, même au Tourist Trophy, où elle va garder un record de vitesse pendant un sacré moment. Bah ouais, c'est vraiment une légende qui est née, et ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous en cherchez une, vous savez combien ça cote? À peu près 40 000 €. Super cher, de ouf. Petit clin d'œil sympa, Motojournal en a engagé une en fait aux 24 heures du Mans, mais 2009. Ouais, ils se sont pointés avec une moto qui avait 20 ans contre des 1000 hypersports. Non seulement ils sont allés au bout de la course, mais surtout ils ont fini dans les, je crois, 26e et puis premier de leur catégorie, catégorie Open. Bravo. Allez, on passe au numéro 6 de notre top, on va rester chez Honda. Alors non, c'est pas la RC45 qui succède à la RC30, c'est celle qui vient encore après et qui débarque en 2001. Et comme à l'époque Ducati règne sans partage sur la catégorie Superbike depuis presque 10 ans, Honda a choisi de venir vraiment les battre sur leur propre terrain en utilisant la même architecture moteur, c'est-à-dire un bicylindre en V. Et oui, vous l'avez deviné, on va parler de la VTR 1000 SP1. Cette fois, sans être assemblée à la main au HRC, elle embarque quand même tout ce qui se fait de mieux au service compétition Honda, ainsi qu'un maximum de pièces performance qui font qu'elle a plus grand chose à voir finalement avec la VTR 1000 qui existait déjà au catalogue depuis 3-4 ans environ. On a donc entre autres un châssis qui est à la fois plus léger et plus rigide, on a des carters moteurs en magnésium, on a une injection électronique et surtout on a une admission d'air direct. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec cette prise d'air triangulaire bien particulière en plein milieu de la gueule, ce qui lui donne son physique vraiment reconnaissable entre toutes. En tout cas, un pari audacieux de la part de Honda, mais qui va s'avérer payant, puisqu'elle va remporter 2 championnats du monde Superbike, ainsi que plusieurs épreuves d'endurance, dont les mythiques 8 heures de Suzuka en 2001, avec à son guidon un pilote, il est connu, tu vois? Oui, très bien, je vois très bien, absolument, oui. Oui, Valentino Rossi, je crois, un truc comme ça. Ah, c'est lui. Numéro 5, on passe sur une Kawasaki. Alors j'aurais pu vous parler de la ZX-10R qui éclate tout en Superbike depuis 2015 avec Jonathan Rea. J'aurais aussi pu vous parler de la ZX-10 RR, encore un peu plus performante. Mais j'ai plutôt choisi de vous parler de la ZX-7 RR de 96, tout simplement parce qu'elle est plus rare et un petit peu plus exclusive, vous allez voir.
Bah ouais, celle-là, je trouve qu'on est vraiment plus dans le délire des RR de l'époque, avec une liste de différences par rapport au modèle classique qui est bien plus grande, et ce qui en fait à la fin une vraie compé client. Ça, c'est le terme pour dire t'enlèves la plaque, les rétros, puis après tu vas faire la course. Donc en vrac, on a des carbus plus gros, on a des gros freins, on a une coque monoplace, on a une boîte de vitesse aussi qui est spécifique, et puis on a un vilebrequin qui est plus lourd, visiblement parce que ça améliore les reprises. Celle-ci, avec le kit, on grimpe jusqu'à 150 chevaux, ce qui est vraiment énorme pour une 750 de l'époque. Grâce à tout ça, elle a gagné quand même des courses. Malheureusement, elle n'a jamais été championne du monde de quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait qu'elle a eu tendance un peu à sombrer dans l'oubli. C'est pour ça que moi j'avais envie de vous en reparler. La suivante, celle-là par contre, elle est archi connue. C'est la Yamaha YZF R7 OW02. OW, je vous fais pas un dessin, vous avez compris. Alors la R1 a beau être sortie un an plus tôt, elle peut pas être engagée en superbike, tout simplement parce que la catégorie à l'époque n'autorise pas les moteurs 4 cylindres de plus de 750 cm3. Du coup, Yamaha, ils vont créer une moto juste pour ça, voilà. Le minimum d'exemplaires requis étant de 500, ils vont pas s'emmerder, ils vont pas en faire une de plus, et puis surtout, ils vont lui offrir ce qu'il y a de mieux à l'époque. Aluminium pour le châssis, titane pour les bielles et les soupapes, déjà là, ça rigole pas du tout. Et d'ailleurs, ça rigole tellement pas que le prix de vente à sa sortie, il équivaut à 27 500 €. Ça fait mal. Et là, vous avez que la version de base. Pourquoi? Oui, il y a le kit performance qui va avec, sinon c'est pas drôle. Et là, seulement pour 15 000 € de plus, vous avez enfin une vraie superbike avec 160 chevaux et des suspensions Öhlins. Donc ouais, plus de 40 000 €, 4 fois le prix d'une R1, mais avec ça, vous aviez la machine de course avec des phares la plus exclusive existante à l'orée des années 2000. C'est déjà l'heure du top 3 et on va rentrer dedans avec peut-être... Encore une japonaise. Non, justement, j'allais dire la moto la plus insolite de tout stop, c'est la Petronas FP1. Connais pas. Alors celle-là, je pourrais presque faire un épisode spécial dessus tellement il y a de choses à dire. Donc à la base, on a Petronas qui est tout simplement un pétrolier malaisien et qui d'un coup a des envies de compétition moto. Et au début des années 2000, il y a la catégorie MotoGP qui vient de naître, donc il décide de s'y engager. Pour ça, il démarre le développement de la moto avec Sauber, qui est un nom assez connu finalement dans le monde de la Formule 1. Et finalement, ils se rendent compte que ça va pas être si facile que ça. Donc qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident de se rabattre sur le Superbike, mais ça fait que Sauber quitte l'aventure. Arrive alors Carl Fogarty et ses 4 titres de champion du monde Superbike pour chapeauter le projet, tandis que Sutter vient filer un coup de main pour la conception du moteur. À l'époque, le règlement de la catégorie autorise les 4 cylindres jusqu'à 750 cm3 et les bicylindres jusqu'à 1000 cm3. La FP1 espère donc tirer son épingle du jeu avec un 3 cylindres de 900 cm3, qui en plus est monté à l'envers, c'est-à-dire qu'il a l'admission à l'avant et les échappements qui partent directement derrière. Parce que pourquoi pas. Mais à partir de là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont plus besoin que de fabriquer 150 exemplaires pour l'homologation. La mauvaise nouvelle, c'est que le règlement il évolue. Et que maintenant, tout le monde peut cuber 1000 cm3. Résultat, quand la FP1 elle arrive, elle est à la ramasse face à la concurrence. Et elle va repartir aussi vite qu'elle est venue, sans aucune victoire, quelques podiums tout au plus, quoi. Et c'est pareil pour la version route finalement, qui est plutôt bien équipée, mais pas franchement jolie. Tu sens qu'elle est vraiment là juste pour passer l'homologation, quoi. D'ailleurs, il y a plus de la moitié du stock de version route qui ont été retrouvés en 2010 dans un entrepôt en Angleterre, comme ça, posées. Elles bougeaient pas. Et depuis, elles attendent d'être vendues aux enchères. En numéro 2, on va passer sur un registre totalement différent, mais on va boucler la boucle de la moto de Grand Prix homologuée initiée par la RG500 Gamma. Sauf que depuis, le top du top, c'est le MotoGP. Et des MotoGP de route, il n'y en a pas 150, il y en a 2. Donc forcément, vous les connaissez. Et la première, c'est la Honda RC213 VS. En gros, c'est la meule à Marquez avec des phares. Oui, non. Effectivement, déjà, il manque juste toutes les technologies du MotoGP qui pourraient vraiment la distinguer des autres hypersportifs du commerce. Il n'y a pas de rappel pneumatique des soupapes, il n'y a pas la boîte de vitesse seamless, il n'y a pas les freins carbone. Alors ok, c'est des technologies qui n'ont vraiment rien à faire sur la route, donc ok, passe encore. Sauf que d'origine, elle sort que 160 chevaux. Are you kidding me? I mean, are you kidding me? Are you kidding me? You gotta be kidding me. Ouais, c'est presque du foutage de gueule. On est en 2015, les gars. La moindre hypersport, elle propose au moins 200 chevaux. Celle de Marquez, presque 300. Donc oui, évidemment, il y a un kit performance. Et ça l'a fait passer à 215 chevaux. Sauf que la moto de base, elle vaut déjà 188 000 €. What? Plus le kit qui vaut 13 000 €. What the fuck? Donc ouais, plus de 200 000 € pour une moto qui finalement n'a pas un écart de dingue avec des machines qui valent 10 fois moins. J'ai un peu de mal. Mais
On va pas se le cacher, ça reste quoi qu'il arrive ce qui se rapproche le plus d'une MotoGP. On a un niveau de performance et de finition qui est rarement atteint, donc malgré tout, elle mérite sa place. Et ça nous emmène au numéro 1, l'autre MotoGP homologuée, la Ducati Desmosedici RR pour Race Replica. Alors si on la compare avec la Honda, ok, il n'y a pas forcément plus de MotoGP dedans. Mais déjà, elle est vendue 55 000 €. Enfin, elle était vendue à sa sortie. C'est quand même un peu plus abordable, hein, toute proportion gardée. Ensuite, elle sort en 2006, c'est-à-dire près de 10 ans avant la Honda. Et là, à l'époque, ce niveau de performance, il était complètement fou. Là, ce V4 de 200 chevaux, il dominait tout ce qui roulait. Déjà, un V4 dans une Ducati de route, bah, ça n'existait pas. Et en plus, ce V4 avec l'échappement racing, il fait un bruit, le démon. On a aussi évidemment un carénage tout en carbone, on a des suspensions Öhlins de l'espace. Bon, vous l'avez deviné, hein, je l'aime. En plus, je suis désolé, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Comme pour la Honda, hein, ils lui ont collé vraiment le minimum de choses pour qu'elle soit street légale, mais il y a un truc dans sa ligne, je sais pas, elle est unique. Et je crois vraiment que si je devais en garder une de la liste, bah ouais, ce serait celle-là. Hein. Mais oui, c'est clair. Voilà, c'est tout pour ce top 10, on espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle vous avez préférée. Celle qu'on a pu oublier aussi, parce que des RR, il y en a eu plein dans l'histoire. Voilà, en attendant, on se dit à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, toujours pareil, nous on est sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, @motorcycle. Allez, je vous dis à bientôt. Passion qui fait vivre. Voilà, maintenant tu l'as mis dans la tête. Double arbacam en tête, 16 soupapes par-ci. Bah non, pas par-ci. Ça fait beaucoup là, non? Oui, ça fait un peu beaucoup. Hein.